tu crois que tu contrôles tes envies. Mais si sans t'en rendre compte, c'était elle qui te contrôlait? Imagine un monde où les drogues n'auraient plus aucun effet sur toi. Un monde où les dépendances ne seraient plus une fatalité. Un vaccin pourrait-il vraiment nous libérer de l'addiction? Avant de répondre, reste bien jusqu'à la fin, tu pourrais ne plus jamais voir l'addiction de la même manière. C'est une réalité que personne n'aime regarder en face. On sait que certaines substances nous font du mal, et pourtant on y retourne. Encore et encore. L'alcool par exemple. Plus de 3% des adultes dans le monde en sont dépendants selon l'OMS. Et chaque 12 secondes, une vie est fauchée par l'alcoolisme. Rien qu'en France, en 2019, l'alcool a coûté plus de 102 milliards d'euros en coût social. Mais l'alcool n'est que la face visible. De nouvelles substances plus puissantes, plus addictives, surgissent régulièrement. Et face à elles, le meilleur moyen de ne pas sombrer reste de ne jamais commencer. À l'heure actuelle, on considère qu'il n'existe aucun remède définitif contre une addiction. Aucune pilule magique. Pas de bouton reset, mais une lueur d'espoir apparaît. Et si un vaccin pouvait bloquer l'effet de la drogue, empêcher la rechute, changer le rapport au plaisir toxique, vivre dans un monde sans addiction semble aussi utopique que coloniser Mars. Et pourtant, partout, les visages de la dépendance se multiplient. Quand on vous demande à quoi vous êtes accro, les réponses fusent au chocolat, aux substances sucrées, à la nicotine, au café, à la nourriture. Et pour d'autres, c'est la cocaïne, le fentanyl, ou encore les amphétamines. Même le sport ou la méditation peuvent se transformer en obsession appelée bigorexie. Et soyons honnêtes, mieux vaut être accro à l'escalade qu'au crack. Car toutes les dépendances ne sont pas égales, mais celles liées aux drogues illicites font des ravages considérables. À Rio, même les requins sont testés positifs à la cocaïne, contaminés par les eaux usées. En Allemagne, la consommation de cocaïne a doublé chez les femmes entre 2009 et 2021. 1% des femmes, 2% des hommes. Des chiffres qui peuvent sembler faibles, mais qui représentent des centaines de milliers de personnes. Tu trouves le sujet passionnant? Pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En France aussi, la tendance est alarmante. 2,7% des adultes ont consommé de la cocaïne en 2022, contre 1,6% en 2017. L'ecstasy a presque doublé pour toucher presque 2% des adultes. Et aujourd'hui, il n'est même plus nécessaire de se déplacer. La drogue arrive dans la poche via smartphone, commandée aussi facilement qu'un kebab. Le cannabis d'aujourd'hui n'est plus celui de Woodstock. En 1969, le THC représentait 1 à 2% de cette drogue. Aujourd'hui, on dépasse les 22% en moyenne. Le fentanyl, lui, est 100 fois plus puissant que la morphine. Effet anesthésique remarquable, mais dosage fatalement risqué. En 2021, plus de 70 000 Américains sont morts d'une overdose d'opioïdes, principalement à cause du fentanyl. Une dose mortelle peut être invisible à l'œil nu. Rien qu'un gramme mal dosé peut tuer. Rien qu'avec les quantités saisies en 2022 aux États-Unis, on aurait pu tuer 333 millions de personnes. Face à cette bombe à retardement, les solutions classiques peinent. Seulement 20 à 30% des anciens dépendants restent abstinents après une cure. Car la dépendance, ce n'est pas juste un manque. C'est un dialogue interne constant, une démangeaison mentale impossible à ignorer. Alors comment changer la donne? C'est là qu'intervient une idée révolutionnaire. Un vaccin contre le fentanyl. Pas un remède miracle, mais une barrière chimique. Il fonctionne comme un vaccin classique. Mais au lieu de neutraliser un virus, il bloque l'accès du fentanyl au cerveau. Concrètement, il pousse le corps à créer des anticorps. Dès que la personne consomme du fentanyl, la drogue est interceptée, neutralisée, puis évacuée par les reins sans atteindre le cerveau. Sans procurer le moindre effet, résultat, plus de plaisir, et donc potentiellement moins de rechute. Mais attention, ce vaccin ne guérit pas la dépendance psychologique. Tu peux arrêter de ressentir les effets, mais pas forcément l'envie. Comme si on t'enlevait la caféine de ton café matinal. Tu bois, mais tu ne ressens rien. Et pourtant, chaque matin, tu as envie de ta tasse. C'est ça, l'addiction. Et si la drogue devient inefficace, certains chercheront une autre substance. Car souvent, ce n'est pas la drogue qu'on cherche, mais l'évasion, le pansement sur une plaie intérieure. En plus, beaucoup prennent du fentanyl sans le savoir, souvent mélangé à d'autres drogues. D'où la question, faut-il vacciner tout le monde de façon préventive? Techniquement possible, éthiquement discutable et financièrement titanesque. Mais la balance économique penche du côté du vaccin, car les ravages de la dépendance coûtent infiniment plus cher à la société. En parallèle, un autre médicament fait beaucoup parler de lui. Le sémaglutide, connu sous le nom d'Ozempic. Initialement destiné à traiter le diabète et l'obésité,
Il agit sur la satiété et réduit considérablement les fringales. Il bloque le craving, cette guerre intérieure, c'est-à-dire ce besoin irrépressible de consommer. Comme si tu avais toujours l'impression d'avoir suffisamment mangé et sans sensation de manque. Et si ce médicament pouvait aussi bloquer les envies de drogue? Des études sont en cours. Et les premiers résultats sont prometteurs. Car le craving alimentaire et le craving de drogue partagent les mêmes circuits cérébraux. Dans le cerveau, la dépendance laisse une empreinte durable. Le circuit de la récompense est piraté. La dopamine explose sous l'effet des drogues. Jusqu'à 1000 fois plus qu'avec la nourriture ou le sexe. C'est pour ça que les interactions humaines ne suffisent plus à combler un addict. Et pour certains, rester seul avec leur substance devient plus attirant qu'un moment partagé. Mais pourquoi sommes-nous inégaux face à cela? Pourquoi certains sombrent et d'autres pas? Les causes sont multifactorielles. Il y a la génétique, l'environnement et les passerelles entre les deux, l'épigénétique. On sait que 40 à 60% du risque de dépendance est d'origine génétique, mais ce n'est jamais une fatalité. Les gènes s'activent ou non en fonction du vécu, du stress, de l'éducation, de la société. Les scientifiques ont même tenté une thérapie génique sur des singes dépendants à l'alcool, en leur injectant une protéine nommée GDNF. Résultat, leur consommation a chuté de 60%, preuve qu'on peut agir sur la racine biologique du craving. Mais la dépendance n'est pas qu'une histoire de biologie. Elle est aussi sociale et psychologique, culturelle. Dans certaines sociétés traditionnelles, les liens familiaux, spirituels ou communautaires jouent un rôle de protection. Là où l'individualisme moderne laisse parfois des failles béantes. Et même si un vaccin devient accessible pour le fentanyl, la méthamphétamine, la nicotine ou la cocaïne, il ne résoudra à jamais les causes profondes du mal-être. La solitude, le sentiment d'inutilité, l'absence de repères, tout cela aussi ça rend dépendant. Alors faut-il rêver d'un monde sans dépendance? Peut-être, mais il serait plus sage de viser un monde avec moins de souffrance, moins de raisons de fuir la réalité. Un monde où l'on se soutient davantage, où l'on prend soin de soi et des autres. Car oui, les vaccins, les médicaments, la science progresse. Mais face à l'addiction, le lien humain reste notre antidote le plus puissant. J'en avais marre d'entendre des avis trop tranchés sur les gens dépendants. Les fumeurs, les buveurs, les consommateurs de plantes qui font rire, les médocs, bref, tous ceux qui ont une addiction. Montrer que ce n'est pas si simple. Alors j'ai dit à l'équipe, il faut qu'on transforme la vision sur la dépendance, que l'on creuse et qu'on montre le présent et les pistes du futur. Et ce que chacun peut faire maintenant.